Laurence Danon, vous avez, au cours de votre carrière, été à la tête d'entreprises de la distribution de la mode. Vous êtes aussi banquière spécialisée dans la mode. Et donc c'est à ce sujet, sur le sujet de la mode et du luxe, que nous souhaitons vous interroger ce soir. Donc la première question, c'est qu'il me semble que la consommation soit devenue plus qu'un acte d'achat. On appelle les shoppers maintenant les consommateurs, et qu'ils aient besoin vraiment de vivre une expérience au moment de leur consommation. Comment peut-on réenchanter la commercialisation de l'habillement ? C'est vrai que c'est des questions qu'on se pose beaucoup avec les clients. Effectivement, il faut que l'acte d'achat soit un acte plaisir. D'abord, ça commence par le produit. Si le produit n'est pas bien, les gens ne vont pas rentrer juste parce qu'il y a une animation. Donc le cœur du sujet, c'est le produit. Il faut que le produit soit attractif, il faut qu'il soit dans l'air du temps, il faut qu'il capte les envies, les mentalités. Donc pour moi, le cœur de la mode, c'est le produit. Le produit, bon. Et ensuite, il faut que vous rentriez dans un magasin, que ce soit joli, que ce soit bien exposé, que la vendeuse vous aide, qu'il y ait éventuellement une animation, que vous ayez un beau paquet, il faut pouvoir le changer si après ça ne va pas. Donc si vous voulez, au fond, quand on veut réussir dans une entreprise de mode, il faut que absolument toutes les étoiles soient alignées. Les grands magasins aujourd'hui, mais dans le monde entier, si vous voulez, sont devenus... Avant, c'était des grands bazars où on trouvait tout. Aujourd'hui, ça devient vraiment des endroits très spécialisés dans la mode. D'ailleurs, quand vous voulez avoir une idée des marques qui montent, un petit peu de ce qui se fait, de la création, vous allez dans un grand magasin et vous voyez tout de suite les marques qui sont mises en valeur, les nouvelles marques, etc. quoi. Donc oui, moi je pense qu'il faut enchanter l'acte d'achat dans la mode, ça c'est sûr. Les achats mode sur Internet connaissent une très très forte progression, 18% sur la période de juin 2011 à juillet 2012, alors que la consommation mode, elle, connaissait un recul de 5% à peu près sur cette même période. Exactement. Comment faire, que faire, quelles sont les catégories de personnes qui sont les plus à même de consommer la mode sur Internet? Moi je pense que ça va monter. Ça va monter parce qu'il y a des entreprises qui ont aussi inventé des façons nouvelles, plus nouvelles que la vente par correspondance, de vendre de la mode sur Internet. Alors, les deux grandes innovations des 10 dernières années, ça a été d'abord les ventes privées, où il y a des sociétés comme Vente Privée, comme Bazar Chic, comme Showroom Privé, etc. Enfin, on peut toutes les citer, en aller, mais la plus grosse, c'est Vente Privée, qui... ont décidé de vendre des stocks anciens de marques, c'est-à-dire c'est plutôt les saisons précédentes, c'est ce qui reste après les soldes, mais de les présenter sous forme de vente privée sur le net, comme un peu une enchère privée, et dans des proportions suffisamment importantes pour pouvoir presque recréer une collection. Et il y a eu une conjonction entre cette idée extrêmement innovante, c'est-à-dire rendre glamour les solderies, qui ont toujours existé je dirais dans des magasins de solderie, les rendre glamour et créer un appétit du consommateur en disant finalement c'est des marques sympas, même si c'est pas tout à fait le truc de la saison, c'est bien présenté, donc créer une vraie envie autour de ça à des prix défiant toute concurrence. Et juste après on commençait à exploser un autre type de vente sur le net. Je ne parle pas des marques qui ont leur magasin et qui font leur site et qui vendent en ligne. Je parle d'un concept de distribution online un peu nouveau. Donc il y a eu cette glamourisation des ventes privées. Et puis ensuite, il y a eu, en particulier avec le site Net-à-Porter, mais aujourd'hui il y a Place des Tendances et il y en a plein, de dire à l'inverse, on va faire comme le plus pointu des grands magasins, voire comme les boutiques de mode très pointues comme l'Éclaireur ou Colette ou Maria Louisa. On va faire des sélections presque avant-gardistes et on va faire un magazine de mode pour des produits vraiment de saison sur le net. Et ça a été Net-à-Porter, qui c'est vraiment le site anglais, qui c'est avec une créatrice extraordinaire qui s'appelle Nathalie Massenet,
et qui s'est lancé là-dedans. Et en fait, aujourd'hui, si vous voulez, Net-à-Porter, c'est une référence au même titre que le Elle et que n'importe quel magazine de mode, sauf que vous l'avez presque tous les jours et que tous les jours, il vous propose quelque chose de nouveau dans la saison. Tout ce nouveau mode de distribution fait que c'est encore, moi c'est ce que j'aime, c'est dans la distribution comme pour tout, quand il y a de l'imagination, de l'innovation, quand on peut réinterpréter les choses, redonner une envie à travers un nouveau concept. Et je pense que cette glamourisation des ventes privées d'une part, et au fond cette façon grâce à Internet d'avoir des magazines de mode mis à jour tous les jours, sur vraiment ce qui a le plus à la mode dans le monde, les nouveaux créateurs, les gens qui arrivent, ont choisi les produits, la façon extraordinaire dont c'est mis en scène, ça a vraiment redonné du champ, de l'envie et des possibilités. Donc moi je crois que ça va continuer à croître, que les marques ouvriront leur site, qu'il y aura des spécialistes, il y a des spécialistes de chaussures sur Internet aujourd'hui. C'est vrai, on aurait pu croire que ça ne marcherait pas parce que les chaussures il faut les essayer, mais finalement au fond c'est assez facile de les renvoyer, tout le monde connaît à peu près sa taille et tout ça, ça fonctionne, quoi. J'aimerais connaître votre avis sur la mode éthique. Il y a plusieurs sujets quand on dit qu'il faut que ce soit éthique. Il y a le travail des enfants. C'est vrai, il y a beaucoup de produits qui peuvent être faits en Inde, en Chine, dans des pays où il faut faire attention à ce que les enfants ne soient pas exploités. Après, on pense à recyclage. Alors dans la mode, le recyclage, il est un petit peu différent parce que les affaires, ça se donne, ça se jette pas forcément, donc on n'est pas, c'est pas dans le recyclage comme quand vous bourrez vos poubelles de sacs plastiques, on n'est pas tout à fait dans cette optique-là. Après, on parle de nouveaux matériaux, et ça aussi, je ne sais pas si c'est éthique et responsable, mais je pense que pour moi, ça fait partie de la même chose, c'est-à-dire il faut avoir des matériaux qui permettent peut-être d'utiliser moins de fibres, de peut-être moins utiliser certains matériaux, en utiliser plus d'autres, inventer des nouveaux matériaux. Tout ça, ça va dans le progrès, dans l'innovation. Et moi, je pense que c'est très important, que c'est important pour le monde dans lequel on vit et qu'en plus ça va être générateur d'innovation. Vous parliez de recyclage, est-ce que le vrai vintage n'est pas finalement une réponse du consommateur à la mode responsable? Alors vous tombez particulièrement bien parce que je pense que en 2013, une des tendances de la mode, ça va être le vintage. On observe une nouvelle culture de l'apparence chez l'homme. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les circuits de distribution préférés des hommes? Ce qui est assez nouveau depuis, je dirais, 10-15 ans, c'est qu'il y a un intérêt et un peu transversal pour un peu tous les types d'hommes sur leur apparence, la mode. Au fond, aujourd'hui, il n'y a pas encore énormément de choix. Et les quelques marques qui commencent à faire un homme un peu, à la fois un homme pour pour s'habiller, pour travailler, mais avec quand même assez jeune, assez tendance, mais tout en étant portable, il n'y a pas tant de marques que ça. Et maintenant, moi j'attends un fort développement du luxe accessible pour l'homme, mais avec une dimension de design. Pas trop fit, mais avec une dimension de design. Et je pense qu'il y a un marché absolument colossal. Donc Courrèges en couture, la maison Moreau en maroquinerie ou encore Jovois en parfumerie, on observe le retour de ces anciennes maisons que l'on fait revivre. Est-ce que c'est un regard vers le passé ou alors comment expliquer cet attrait pour les anciennes maisons? Au fond, une marque, que ce soit en particulier une marque de mode ou de parfum, tout ce qui tourne autour si elle a un ADN très fort, et que par exemple cette marque dit j'ai été précurseur en montant, ou comme par exemple Balenciaga, j'ai été extrêmement élégant et aussi un peu innovant en montant. Quand ces marques qui peuvent tomber dans l'oubli, certaines ne tombent pas dans l'oubli, Dior n'est jamais tombé dans l'oubli, et Chanel non plus, et j'en passe, mais quand ces marques à un moment sont tombées dans l'oubli, peut-être parce qu'elles n'ont pas su prendre le virage
de la distribution, le virage des boutiques, peut-être parce que le produit a vieilli, qu'il n'y a pas eu une réinterprétation de la marque. Mais si la marque a un ADN très fort, c'est-à-dire qui dit quelque chose, et on pourra prendre des exemples, alors si vous trouvez quelqu'un qui a suffisamment de talent et d'imagination pour réinterpréter l'ADN de cette marque dans l'ordre du jour d'aujourd'hui, au goût du jour d'aujourd'hui, par exemple l'extrême modernité de Courrèges, ça voulait dire quelque chose dans les années 60. Donc en fait, si vous trouvez des gens qui ont suffisamment, vous savez, ça c'est du talent, moi personnellement je ne l'ai pas, mais je connais plein de gens qui l'ont et je sais le voir, qui sentent le potentiel d'une marque, ce qu'elle veut dire, son ADN profond, et qui sont capables de réinterpréter au goût d'aujourd'hui la signification de cette marque. Ben souvent c'est des succès. On parlait donc de l'émergence des nouvelles cibles. Je pense qu'il est important de citer la cible asiatique. Quelles sont les caractéristiques de cette clientèle, de cette nouvelle clientèle, que les marques françaises doivent prendre en compte pour séduire cette nouvelle clientèle? Aujourd'hui, il y a une explosion des ventes de luxe sur les marchés asiatiques. C'est surtout des ventes d'accessoires, plus que de prêt-à-porter. Bien sûr, il y a du prêt-à-porter, mais c'est quand même beaucoup de l'accessoire, du sac, des chaussures, des bijoux. Donc comment est-ce que les marques qui vont devenir des marques mondiales vont prendre en compte la silhouette asiatique pour inventer des modèles? Alors certaines marques commencent à faire des modèles un peu particuliers. Ça a commencé avec le Japon où il y avait une très grande clientèle de luxe. Bon, ben ça c'est tout un sujet de maturité des marques, mais il faut aussi que la marque garde son ADN. On en a beaucoup parlé depuis le début de cette discussion. Parce que ce qui intéresse quand même la cliente, qu'elle soit brésilienne, américaine, russe, chinoise ou japonaise, c'est quand même d'acheter un petit bout d'ADN de quelque chose. Donc il faut quand même que le produit reste le produit. Et il y a des expériences intéressantes où Hermès a développé une marque de luxe chinoise, avec des créateurs chinois pour la Chine, qui marche bien et qui commence à essayer de sortir de Chine. Donc il y a des expériences extrêmement intéressantes qui sont en cours là-dessus. Il y a aussi autre chose qui est en train de se faire. Il y a des sociétés asiatiques qui commencent à acheter des marques européennes ou américaines. Donc la question, c'est aussi comment ces nouveaux actionnaires asiatiques vont transformer ces marques tout en leur gardant leur ADN, évidemment français ou italien ou anglais. Et au fond, qu'est-ce que ça va devenir? On est au tout début de tout ça, donc je crois que ça va être très intéressant ce qui va se passer dans les 5 ans à venir. Merci Laurence Danon.